Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la première vidéo de ma chaîne. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler d'un sujet qui me tient vraiment, mais vraiment à cœur. À savoir les inégalités de revenus entre les grands actionnaires et PDG du CAC 40 et les petits salariés, ceux qui triment dur toute la journée et qui n'arrivent pas à finir les fins de mois. C'est parti. Alors pour commencer, je vous emmène sur le terrain pour discuter avec les gens et savoir ce que eux, ils en pensent. Quel métier exercez-vous? Je suis étudiante, mais du coup, je suis élue à côté, qui n'est pas un métier en l'occurrence. Je suis prof d'histoire-géographie. Moi, je suis dans le transport public de voyageurs. Je suis étudiant. Professeur des écoles. Que pensez-vous des inégalités de revenus entre les patrons et les employés? On parle de grandes entreprises, je ne parle pas des petites entreprises qui en général ont leurs revenus à peu près identiques. Dans les grandes entreprises, en fait, la plupart des patrons, ce qu'on pourrait considérer un patron, actionnaire, qu'importe, ont des revenus qui sont très très élevés par rapport aux salariés qui travaillent tous les jours. Ah bah oui, bien sûr, oui, elles ont explosé depuis 50 ans, depuis les années 1970, avec la mise en place notamment de la mondialisation. Avant, on était sur des rapports dans les usines de 1 à 100, ici, maintenant on est plutôt sur des rapports de 1 à 1000, donc on peut rajouter un zéro sur les salaires du gros patronat, mais pas sur nos salaires à nous, quoi. Je pense qu'il y a des inégalités à tous les niveaux, entre les employés et les patrons, comme tu dis, mais il y a des inégalités dès la naissance. En général, on nous annonce que la norme, ce serait de 10 à 1. Mais en pratique, ça peut être beaucoup plus, ça dépend de la taille des entreprises. En fait, plus les résultats financiers sont importants, plus les revenus des patrons sont importants. Après, il y a des systèmes de redistribution pour le personnel. Mais bon, c'est pas toujours très transparent. Et c'est de toute façon sans commune mesure. Et vous pensez que c'est problématique? C'est problématique parce que nous créons la richesse et certains se les mettent dans les poches. Donc c'est évident qu'il faudrait une réforme pour limiter les salaires, les très hauts salaires. Certains qui gagnent plusieurs millions par mois, pendant que d'autres touchent moins de 1000 euros, quoi. Vu votre expérience en tant que professeur, est-ce que vous avez remarqué que certains élèves moins que d'autres ont des problèmes, par exemple, pour partir en vacances, faire des loisirs? Évidemment, oui, on voit très nettement que ça soit sur le capital économique, mais aussi le capital culturel, des grosses différences en fonction des revenus des parents, c'est évident, et ça joue sur la scolarité, oui. Oui, parce que selon la condition de leurs parents, ils n'ont pas accès à la même chose, ils n'ont pas accès au même logement, ils n'ont pas accès aux loisirs pour certains du tout, et puis pour certains ils n'ont pas accès même à des choses élémentaires comme avoir un toit. Il y a des enfants qui dorment dehors en ce moment, et puis pouvoir se nourrir convenablement. Et puis pouvoir tout simplement aussi avoir accès à la santé, se soigner. On a des enfants qui ont des problèmes, qui sont des problèmes, je dirais, assez banals d'enfants, qui ont des caries, des choses comme ça, et qui, comme ils n'ont pas accès aux soins, développent des problèmes de santé. Vous avez des idées pour changer ça? Ça s'appelle l'impôt. Voilà. Donc c'est très facile, sauf que la volonté politique, elle est justement d'enlever les impôts sur les plus hauts revenus. C'est aussi enlever les impôts sur les firmes multinationales. Quand on voit par exemple que Total, à qui on donne des millions chaque année, ne paye 0 impôt en France, les solutions elles existent, il suffit juste qu'on applique clairement un taux d'imposition beaucoup plus fort. On devrait faire plus de coopératives, plus d'entreprises basées sur un système d'économie sociale et solidaire où il n'y a pas d'actionnaires justement, où c'est les salariés qui possèdent. Et selon vous, la politique actuelle défavorise-t-elle les salariés au profit des actionnaires ou des patrons? Alors oui, parce que d'une part, quand on a enlevé l'ISF, on n'a pas revu par exemple les impôts généraux donc de tout le monde. On aurait pu décider de mettre plus de couches d'impôts qui seraient plus près de ce qu'ils touchent exactement et donc payer un peu moins d'impôts pour les plus pauvres en fait et donc les salariés en général. Non, Macron a préféré plutôt donner un cadeau aux actionnaires en diminuant
l'ISF. Donc il rapporte moins qu'avant à l'État en plus, donc il diminue les recettes de l'État. Très bien. Et des collectivités. Avec votre travail en tant qu'adjointe, est-ce que vous avez rencontré des personnes qui sont en précarité, ou même vous en tant qu'étudiante, avez-vous subi la précarité Ouais, alors moi je l'ai subi de plein fouet, on va avancer. Je l'ai subi de plein fouet la précarité étudiante. Quand j'étais, avant d'être adjointe, j'avais une bourse qui était à peu près de 600 € par mois. Donc en dessous du seuil de pauvreté. En dessous du seuil de pauvreté, pas déconner. Oui, c'est ça, en dessous du seuil de pauvreté, j'ai dû travailler à côté. Donc j'ai arrêté mes études parce que c'était pas compatible. Et puis après, oui, j'ai des gens qui sont en précarité tous les jours en fait. Personnes qui nous contactent parce qu'elles ne peuvent pas s'acheter par exemple de protection périodique, donc des serviettes hygiéniques ou ce genre de choses. Parce qu'elles ne peuvent pas se loger ou parce qu'elles ne peuvent pas s'acheter à manger tout simplement. Et ça crée des difficultés. Là on parle de choses qui sont très... comment dire, du tous les jours, mais il y a des personnes qui ont d'autres difficultés qui sont plus administratives par exemple. Alors, au cours de ces interviews, selon les personnes que nous avons interviewées, nous avons vu que les inégalités de salaire entre patrons et employés étaient énormes. Des chiffres sont avancés, comme un rapport de 1 à 1000 selon le professeur d'histoire géo. Il soutient donc que les patrons gagneraient 1000 fois plus que leurs employés. Ce chiffre est à nuancer. En effet, si on regarde l'écart de salaire entre Bernard Arnault, le PDG de LVMH, et les employés de son entreprise, on voit que selon l'ONG internationale Oxfam, il gagnerait 260 fois plus. Mais ce chiffre, il a un problème. Il prend seulement en compte son salaire, et pas ce que lui rapporte ses parts dans l'entreprise. En effet, selon le journal L'Insoumission, il gagnerait plus de 75 millions par jour, soit 27 milliards en 2022, en un an. Ce chiffre cumule ce qu'il gagne grâce à ses parts dans l'entreprise, à son salaire et à ses primes. En outre, même en ne prenant en compte que son salaire, beaucoup d'ONG et d'experts affirment que l'écart ne doit pas dépasser un 20e. Cette règle est également présente dans le secteur public. Or là, comme dit plus tôt, il est payé 260 fois plus que le salaire moyen de son entreprise. Ces inégalités induisent évidemment des problèmes pour se loger, pour se nourrir, pour donner une bonne éducation à ses enfants, pour partir en vacances, parce que le SMIC, il est seulement à 1383,8 € par mois net. Ce SMIC n'est donc pas assez pour vivre, surtout quand on est dans une famille nombreuse et qu'on est monoparental. Même avec les aides, c'est très compliqué. De plus, certaines personnes, comme les techniciens ou techniciennes de surface, gagnent souvent moins de 1000 € par mois, parce qu'elles n'ont pas d'emploi fixe. Mais les inégalités engendrées par les écarts de revenus ne sont pas seulement matériels. En effet, le capital culturel rentre en jeu. Celui-ci représente l'ensemble des ressources culturelles dont dispose un individu. Ce capital culturel, il est majoritairement transmis par les parents. Mais lorsque ceux-ci se tuent chaque jour au travail et qu'ils sont trop fatigués pour transmettre leur savoir, ou qu'ils ne sont tout simplement pas suffisamment éduqués non plus, c'est à l'école de faire. Malheureusement, le système scolaire français est un des pires d'Europe, surtout pour les personnes qui n'ont pas les moyens d'aller en école privée. Bon, tout ça c'est bien joli, mais maintenant on va parler à une spécialiste qui est dans le milieu militant depuis des années. Elle a été prof de ZEP, j'ai nommé Madame Elisa Martin, qui est députée de la 3e circonscription d'Isère pour la NUP. Bonjour Madame Elisa Martin. Bonjour. J'aimerais vous poser quelques questions. Avec plaisir. Qu'est-ce que vous pensez des inégalités de revenus entre les grands actionnaires et les salariés? On n'en pense que du mal. C'est bien la raison pour laquelle on a cessé depuis le début de cette mandature que de créer des conditions, que de faire des propositions, par exemple d'organisation fiscale. On l'a fait aussi d'ailleurs sur la question du financement des retraites, qui viserait à partager les richesses entre ceux qui en ont trop, qui se gavent, même, je vous utiliser cette expression, et ceux qui n'ont rien. D'accord. Donc je suppose que vous êtes d'avis que la politique actuelle défavorise les salariés au profit des patrons. Bien sûr, alors défavorise ceux qui n'ont que leur force de travail pour pouvoir avoir du revenu, et ceux qui sont les fainéants, parce que les actionnaires, ils font rien. On est d'accord, ils ne créent rien, ils ne créent aucune richesse. Donc oui, on peut dire que Macron est le président des riches, incontestablement. Ils ont vu leur patrimoine et leur richesse augmenter de la façon la plus significative qui soit sous un président de la République. Donc Macron, c'est le président des riches.
Quel était votre métier avant d'être... Moi, je suis enseignante. Ok, donc vous étiez enseignante de ZEP, il me semble. Alors, en tout cas, j'ai beaucoup enseigné dans les zones d'éducation prioritaire. C'est vrai, D'accord. j'ai enseigné ici à la Villeneuve, par exemple, au village olympique. Et donc, en tant qu'ancienne professeure de ZEP, avez-vous côtoyé des élèves qui étaient en grande misère? Des enfants qui étaient des enfants de familles très pauvres, oui, bien sûr, ouais. Et c'est ça le boulot de l'enseignant, hein. Le boulot de l'enseignant, c'est d'apporter à tous les enfants, quels qu'ils soient, y compris les plus défavorisés, ce dont ils ont besoin pour construire leur chemin, pour construire leur autonomie, pour avoir de l'esprit critique. C'est pour ça que c'est sans doute un des plus beaux métiers du monde. D'accord. Et du coup, pour finir, est-ce que vous avez des idées pour changer la situation actuelle? Des idées? Oui. J'en ai des tas, mais principalement, le partage des richesses, 2, la planification écologique, c'est-à-dire comment on organise toute la production, toute la consommation, pour que celle-ci soit compatible avec l'écosystème qui est indispensable pour la vie humaine, hein. Les êtres humains, on n'a qu'une seule planète, il n'y a que les riches qui s'imaginent qu'ils vont pouvoir partir sur Mars. Mais tout ça, c'est des bêtises, hein. On est bien d'accord. La question de la refonte des institutions, c'est-à-dire de la démocratie, est-ce qu'aujourd'hui on est encore en démocratie? On peut se poser quand même légitimement la question, quand tant et tant de décisions qui nous concernent, qui nous impactent, au premier lieu, tiens, la question des retraites, ça concerne des millions de Français, je dirais même que ça concerne tous les Français. Et on voit bien qu'on n'a pas de possibilité de s'opposer à ce monarque présidentiel que produit nos institutions de la Ve République. Et puis il y a peut-être des nouveaux droits aussi qu'on a besoin d'inscrire d'une façon très concrète et très précise dans la Constitution. Le droit justement à une planète qui soit une planète sur laquelle on peut vivre pourrait se traduire dans l'inscription dans la Constitution de la question de la règle verte. La règle verte, ça veut dire qu'on ne prend pas plus en une année à la planète qu'elle ne peut effectivement nous donner. Donc, partage des richesses, parce qu'il y a ce qu'il faut pour que tout le monde puisse vivre sur toute la planète de bonne manière. La question de la planification écologique et la question de la démocratie et de la refonte des institutions. Voilà, c'est ça mes idées principales. D'accord. Voilà. Eh ben, merci beaucoup. Merci Madame à Martin, toi. pour Merci. cette Merci Max. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Alors, c'était ma toute première, donc je sais pas vraiment à quoi m'attendre. J'attends vos retours, surtout sur mes axes d'amélioration. Donc voilà, on se dit à bientôt.